Bonjour Patrick Artus, merci beaucoup d'avoir accepté mon interview sur Philosciences. Bonjour, c'est un plaisir. Donc, je vous ai invité parce que vous venez de publier avec la journaliste Marie-Paule Virard La dernière chance du capitalisme. Donc, je rappelle que vous êtes professeur associé à l'École d'économie de Paris et conseiller économique de Natixis. Natixis qui est, si je ne m'abuse, une banque d'investissement. Et donc, oui. Ça peut paraître un petit peu étrange de la part de quelqu'un qui travaille pour une banque d'investissement que de publier un livre qui s'appelle La dernière chance du capitalisme. Voilà, j'aimerais que vous m'expliquiez quelle est cette dernière chance du capitalisme. Qu'est-ce qui va si mal que vous ayez eu envie tous les deux de publier ce livre? Le capitalisme, d'abord, il faut être un peu précis. En général, aujourd'hui, on dit qu'on est dans un capitalisme néolibéral, ce qui est une assez mauvaise définition, puisque le capitalisme a des aspects qui ne sont pas du tout libéraux. Il y en a deux en particulier. Il y a des monopoles partout, en tout cas des positions dominantes partout. Mmh. C'est une des caractéristiques du capitalisme contemporain, qu'il a fabriqué des positions dominantes dans tous les secteurs. Ce n'est pas seulement les GAFA, c'est partout. Et puis, il vit d'aides d'État. On a fait des déficits publics énormes, puis on a mis beaucoup de monnaie dans l'économie. Donc, ce n'est pas du tout le capitalisme de Ronald Reagan, par exemple, qui était un capitalisme où il y avait très peu d'État, certainement pas des dettes publiques massives, certainement pas une création monétaire massive comme nous avons aujourd'hui, et certainement pas des monopoles, puisque Reagan avait cassé les monopoles. Donc, ce capitalisme, il n'est pas néolibéral. C'est un capitalisme, j'appelle ça un capitalisme de rentier. Un capitalisme où il y a des monopoles, des gens qui ont des monopoles, qui ont des rentes, il y a des gens qui profitent, c'est des politiques monétaires expansionnistes pour s'enrichir. Et un capitalisme. Alors, ce qui nous choque, si vous voulez, avec Marie-Paule Virard, alors on peut choquer pour des raisons politiques ou éthiques en disant les inégalités, c'est pas bien par principe. Mais on pourrait faire ça, mais on prend aussi une approche, je dirais, pragmatique ou économique, consiste à dire, chez les vrais libéraux, les inégalités, c'est un prix à payer pour avoir une économie dynamique. Il faut attirer les entrepreneurs, les innovateurs, et il faut qu'ils s'enrichissent pour innover. Donc, oui, l'idée, c'est que le contrat, c'est qu'on accepte un niveau d'égalité assez élevé, mais en disant, finalement, c'est proportionnel aux efforts que vous allez faire pour avoir des entreprises géniales qui vont apporter beaucoup à la société, quoi. Voilà. Et on va avec des économies dynamiques, avec plein d'innovations, plein de créateurs d'entreprises, plein d'innovations, plein de croissance. Or, depuis qu'on a mis en place ce capitalisme que collectivement on appelle néolibéral, même si, comme j'ai dit à l'instant, il n'est pas libéral du tout, on a au contraire un étouffement complet de la croissance. Les gains de productivité diminuent année après année. Et ça, c'est très choquant, quoi. Je veux dire qu'on ait les inégalités sans ce qui normalement va avec, c'est-à-dire le dynamisme économique, l'emploi. Aux États-Unis, la proportion d'Américains en âge de travailler qui ont un travail a baissé de 10 points en 10 ans. Quoi. C'est incroyable. La proportion d'Américains en quoi? La proportion d'Américains en âge de travailler qui a un emploi. Un vieillissement, donc. Non, c'est qu'il y a 10% de ces gens qui sont sortis du marché du travail. On nous a vendu ce capitalisme en disant, certes, il y aura des inégalités, il y aura des délocalisations, mais vous allez voir, on aura plein de gains de productivité, on aura plein d'emplois. Or, on n'a ni les gains de productivité, ni l'emploi. Et donc, ce qui est choquant, c'est qu'on a les inégalités sans contrepartie, si vous voulez. Oui. Alors, attendez quand même sur la productivité pour qu'on soit pour les néophytes. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples qui montrent que la productivité a chuté, comme vous le dites? Alors, elle n'a pas chuté, elle augmente moins vite. Si vous voulez, dans les années 1970, 60-70, on peut dater ce capitalisme, on l'a dit tout à l'heure, Reagan, le début des années 80, même si, comme on l'a dit, il a beaucoup changé depuis. Chaque année, un salarié produisait en moyenne 3 à 4% de plus que l'année d'avant. D'accord. Et ça, c'est de la bonne croissance, si vous voulez. C'est de la croissance qui utilise pas plus d'emplois, pas plus de matières premières. Simplement, il y a du progrès technique et voilà. Et aujourd'hui, c'est moins de 1%. Donc, on a pratiquement plus. Et du coup, ça veut dire que chaque décennie, en gros, on a perdu 1 point dans la croissance annuelle de la productivité.
Mais quand vous parlez de productivité, c'est à l'heure ou au mois? Parce que peut-être le fait qu'on travaille beaucoup moins d'heures par semaine et tout ça, ça peut faire aussi... c'est à l'heure. D'accord. C'est vraiment la progression. Ok. Et donc, la productivité à l'heure, qu'elle progresse moins vite, est-ce que ça pourrait pas être tout simplement parce que on est arrivé à une certaine limite de l'humain et du progrès technique? Est-ce que le capitalisme est à mettre forcément, peut-être que maintenant on a bien optimisé nos process de travail, on a bien optimisé nos outils de travail, et ce qui fait que le progrès étant de plus en plus dur à atteindre, on a une plus faible progression. Est-ce que c'est forcément un échec du capitalisme? Ouais, je crois que oui. Alors, j'ai trois arguments, trois explications que nous donnons de ce paradoxe, qui est que on croit qu'on a un monde extraordinairement innovant, alors qu'en réalité, la productivité ralentit. C'est on l'a dit tout à l'heure, les monopoles. Un monopole, ce n'est pas très intéressé à l'idée de devenir plus efficace parce qu'il est en monopole. Et sa pratique, alors vous avez vu, la Commission européenne est en train de se pencher sur ce sujet, ce qu'on appelle les killer acquisitions. C'est-à-dire le fait que la grande entreprise dominante achète tous les petits entrants sur son marché qui pourraient le menacer simplement pour les détruire. Ça, on le voit beaucoup avec les GAFAM, notamment Google, qui rachète toutes les startups. On le voit dans la pharmacie, on le voit dans plein d'autres industries. D'accord. Et ça, c'est terrible, quoi. Donc, les monopoles, ça tue la capacité d'avoir des nouveaux entrepreneurs, quoi. La deuxième explication, c'est la concentration des patrimoines. Vous avez aujourd'hui 1% des humains qui détient 50% du patrimoine de l'humanité. Et forcément, ils ont ça enlève des opportunités d'investissement aux autres. Une des thèses qu'on défend dans le livre, c'est que si le capital était mieux réparti entre les personnes, on aurait plus de personnes qui financeraient des bons projets, qui deviendraient entrepreneurs, qui créeraient leur boîte ou qui financeraient le projet d'un ami. Tandis que quand vous concentrez le patrimoine dans peu de mains, finalement, ces peu de mains ne vont pas faire une utilisation très utile de ce patrimoine. Elon Musk, il finance plein de trucs idiots, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est le bon exemple, parce que lui, il est extrêmement riche et peut-être l'un des plus innovants sur Terre. Oui, il est innovant sur plein de choses, mais regardez, il y a plein d'échecs aussi. Et Google a essayé de se lancer dans la santé, ils ont mis des milliards, ça n'a pas marché. Enfin, mais l'échec fait partie de l'innovation. Voilà, je pense que quand vous avez un tout petit nombre de gens qui détiennent le patrimoine, ils n'ont pas accès à toutes les opportunités d'investissement. D'accord. Ils peuvent pas, physiquement. Moi, ce que je pense aussi, surtout, l'exemple auquel vous me faisiez penser quand vous disiez ça, c'est que si j'étais né, par exemple, avec, je sais pas, un patrimoine de 300 000 euros, j'aurais pu me demander quelle aurait été la meilleure entreprise que j'aurais pu faire pour essayer de faire croître ce patrimoine. Tandis que si je nais avec 10 milliards d'euros, j'aurais peut-être tout simplement mis tout en bourse et puis aller vivre aux quatre coins de la terre quand j'en ai envie, si j'en ai envie, quoi. Oui, et surtout, le fait qu'il y ait des gens qui naissent avec 10 milliards d'euros fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les 300 000 euros. Et donc, il y a plein de gens qui vont renoncer à créer leur boîte. D'accord. C'est pour ça, moi, je ne suis pas un économiste particulièrement de gauche, j'ai pas mal de sympathie avec les économistes de gauche qui préconisent une redistribution du patrimoine sous une forme. Dans le bouquin, on propose que chaque entreprise donne 10% de son capital à ses salariés, y compris les petites entreprises. Parce que je pense que ça aurait d'énormes vertus de donner un peu de patrimoine à tout le monde. Bon, et ça, c'est l'explication 2. Donc, il y a la concentration des patrimoines. Et puis, l'explication 3, qui est vraiment centrale dans notre réflexion, c'est l'exigence de rendement des fonds propres pour l'actionnaire. Quand les actionnaires d'une entreprise veulent 12, 13 ou 15% de rentabilité de leurs fonds propres, on ne peut pas l'avoir d'une façon normale. Une entreprise avec un produit innovant, bien sûr, peut avoir 15% de rendement, elle peut avoir beaucoup plus. Mais l'ensemble des entreprises, y compris dans les vieilles économies, ne peuvent pas délivrer 15% de rendement. Bien sûr. Et pour le faire, elles sont obligées de pratiquer toutes sortes de distorsions. Par exemple, baisser les salaires, donc ça explique la déformation du partage de revenus, le fait que les gains de productivité ne vont que aux salariés. Elle va délocaliser dans des pays pas chers. Elle va racheter ses actions pour rentabiliser, donc elle va se fragiliser financièrement. Donc, et vous voyez, si vous exigez 15% de rendement à un investissement, vous ne faites aucun investissement qui a un horizon long.
Parce que des revenus dans 20 ans actualisés à 15%, ça n'existe pas, quoi. Ouais. Et quand vous dites 15% de rendement, que ce soit bien clair, ça veut dire que les entreprises visent les 15% de croissance de leurs bénéfices pour rémunérer Non, c'est la rentabilité de l'investissement pour l'actionnaire. Oui, donc c'est à reverser Alors, en dividende, quoi. Pas forcément versé, non, ça peut être conservé en valorisation de l'entreprise. D'accord. L'actionnaire, il peut être rémunéré soit par les dividendes, soit par la hausse de la valeur de l'entreprise. D'accord. Donc, c'est les bénéfices rapportés à la mise de fonds des actionnaires. Voilà. Donc, ça veut dire faire croître la valeur boursière ou les dividendes de 15% d'une année sur l'autre. C'est ça? D'accord. Oui, voilà. Au ça global. peut être rémunéré. Alors, en Europe, on rémunère beaucoup en dividendes. Aux États-Unis, on rémunère beaucoup par les plus-values sur la valeur des actions. Il y a des pratiques différentes. Et à la fin, le rendement des fonds propres pour l'actionnaire, en ce moment, dans les pays de l'OCDE, il est de l'ordre de 13%, alors que les États s'endettent à 0 ou à 1%. Quoi. Donc, vous voyez, il y a une anomalie. Et elle tue particulièrement, ce qui est grave, les investissements qui auraient été efficaces à long terme. Parce qu'à nouveau, un profit dans 20 ans, quand vous l'actualisez à 15% par an, il n'en reste rien aujourd'hui. Donc, un investissement qui va être efficace dans 20 ans, simplement, vous ne le faites pas. Alors, est-ce que vous avez des exemples d'investissements de long terme qui n'ont pas été faits à cause de ça, qui ne sont pas faits à cause de ça? Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on sous-investit dans la transition écologique. On investit à peu près 300 milliards de dollars par an mondialement dans la transition. Il faudrait sans doute investir 800 milliards. D'accord. Et là, c'est des investissements avec des horizons très, très longs. Et donc, si vous voulez construire un champ d'éoliennes qui vont fonctionner pendant 30 ans, et que vous faites un calcul économique standard en demandant 12 ou 15% de rendement, vous allez décider de ne pas le construire, quoi. Alors, pour l'instant, on s'en tire soit en mettant des aides publiques, soit en trouvant des investisseurs un peu particuliers qui acceptent des rendements plus faibles. Mais voilà. Mais on pourrait donner plein d'exemples comme ça. Je pense qu'on est en train finalement de sélectionner les investissements qui ont un retour rapide à cause de cette contrainte de rentabilité. C'est pas ceux-là qui fabriquent le plus de croissance. C'est un peu l'éternel problème du court-termisme, que ce soit dans mais là, c'est un court-termisme il est endogène, si vous voulez. Si vous êtes président d'une grande entreprise cotée et que vos actionnaires vous réclament 15% de rendement, vous allez renoncer à faire tous les investissements qui ne donnent pas ce rendement et qui sont essentiellement les investissements qui mettraient longtemps à se rentabiliser. Alors que si vous contentiez de 7 ou 8% de rendement, vous les feriez, ces investissements. Oui, mais alors ce que je ne comprends pas vraiment, c'est que normalement, de ce que j'avais compris de la régulation, on va dire autorégulation du capitalisme, si ça existe, c'est que quand on exige autant, finalement, on épuise un peu la poule aux œufs d'or, on va dire. Certes, l'entreprise peut délivrer ses rendements pendant quelques années, mais elle devient exsangue, et donc c'est finalement un placement qui devient moins intéressant sur le long terme ou peut-être plus risqué. C'est-à-dire, est-ce que du fait qu'on exige 15% de rendement, l'entreprise a plus de chances de se faire dépasser par une autre parce qu'elle sera pas bonne en innovation, elle a plus de chances d'avoir des mouvements sociaux parce qu'elle aura trop maltraité ses salariés, ce genre de choses. Donc finalement, ceux qui exigent 15%, normalement, ils acceptent aussi les gros risques qu'il y a avec. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais si vous voulez, le problème, c'est que, à nouveau, si vous entreprenez un projet risqué, innovant, il est légitime de demander 15 ou 20% de rendement. C'est une vraie prime de risque. Et ça ne peut pas être le cas pour l'ensemble des entreprises. Vous voyez, l'ensemble des entreprises est soumise à cette contrainte de donner ce niveau de rentabilité, donc qui ne peut pas être justifié par le risque quand il s'agit de toutes les entreprises. Bon, si vous créez votre start-up, vous ne savez pas si ça va marcher, c'est normal que ceux qui vous prêtent demandent un rendement élevé de leur argent parce que ils ont une probabilité que ça ne marche pas. Dans la vieille industrie, dans les vieux services, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Donc là, on est bien en train de parler d'une norme de rentabilité pour l'ensemble des entreprises, et pas seulement pour les entreprises innovantes. Et puis après, si vous l'obtenez en baissant les salaires, en délocalisant dans des pays à coût faible
ou en rachetant vos actions et en prenant de la dette, ça ne va pas particulièrement affaiblir votre entreprise. Donc, vous pouvez continuer comme ça. La seule chose qui va se passer, c'est que vous allez sous-investir. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous regardez en parallèle du ralentissement de la productivité dont on parlait avant, il y a un ralentissement aussi du capital, de la constitution de capital. Je parle de capital, de vrai capital, quoi. Et voilà, donc moi je pense que c'est un système qui marchera pas parce que les opinions déjà ne vont plus accepter des inégalités sans contrepartie. C'est une vieille théorie. Vous savez, il y a un économiste anglais qui a eu le prix Nobel, qui est très célèbre sur ses travaux sur les inégalités, qui s'appelle Angus Deaton, qui dit qu'on peut accepter des inégalités à condition qu'elles aient un effet bénéfique sur les plus pauvres. C'est la fameuse théorie du ruissellement. Donc là, on voit rien de tel. Aux États-Unis, il y a 30% d'Américains n'ont eu aucun gain de pouvoir d'achat dans les 30 dernières années. Et donc, du coup, elles vont être dans des démocraties, ce genre de système, je ne vois pas comment il tient. Quoi, je veux dire. C'est les classes moyennes ou les classes les plus pauvres qui ont eu aucun gain de... C'est les classes les plus pauvres. Les classes moyennes, elles sont... leur problème, c'est surtout que les emplois pour la classe moyenne deviennent de moins en moins nombreux. Donc, en réalité, la classe moyenne diminue en taille, puisque les nouveaux emplois sont souvent des emplois bas de gamme. Et ça, c'est une des choses aussi qui est assez surprenante dans cette économie, c'est qu'on dit c'est une économie du digital, du numérique. Mais ce progrès technique-là, il fabrique surtout des emplois bas de gamme. Ou très haut de gamme. Quelques emplois très haut de gamme, très bien payés. Alors, c'est ce que les économistes appellent la bipolarisation du marché du travail. C'est-à-dire qu'il y a quelques emplois très haut de gamme, on détruit des emplois intermédiaires et on fabrique beaucoup d'emplois bas de gamme. Après, on dit très haut de gamme, c'est sans jugement de valeur, c'est-à-dire des emplois très demandés, par exemple. Très demandés, très bien payés, avec une grosse rareté, etc. Oui, bien sûr. Et voilà, donc nous, on pense que ceci va être aggravé par ce qu'on a appelé les béquilles, c'est-à-dire le fait que pour soutenir ce modèle, on a été obligé de mettre un endettement massif et maintenant une création monétaire massive. Et que cela finira mal. Je pense qu'en particulier, la pratique des banques centrales depuis quelques années et qui va continuer d'inonder le monde de liquidités est une pratique qui finira assez mal. Ok. Est-ce qu'on peut juste, avant de parler du coup des solutions, parler de l'impact monétaire dont on pourra parler après, rappeler juste les trois. Donc les trois choses pour vous qui vont le plus mal, ce serait donc les trop grands monopoles. C'est vrai qu'on laisse faire énormément de monopoles dans énormément de domaines. La deuxième chose, c'est la concentration des patrimoines sur un nombre de plus en plus faible de personnes. Voilà. Et la troisième, c'est l'exigence de rentabilité du capital pour l'actionnaire très au-dessus d'une rentabilité économique normale. Ok. D'accord. Donc, à votre avis, si on laisse faire les choses comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi d'ailleurs ça tient encore, Ça tient encore, ça commence quand même un peu à craquer. Enfin, je veux dire, Biden quand même. Biden, c'est quand même une certaine rupture. Alors, c'est qu'au début, mais il a quand même annoncé qu'il allait s'occuper des entreprises monopolistes, soit pour les réguler, soit pour les casser. Il préconise la resyndicalisation des Américains en pensant que ça va faire remonter les salaires. Il évoque, il ne l'a pas fait, une hausse des plus bas salaires. Il veut développer la protection sociale. Il veut taxer davantage le revenu du capital. Donc, on voit bien que là, on est quand même on change de modèle. En Europe, on verra. On risque d'avoir une coalition avec les Verts en Allemagne. Ça va être sans doute un changement aussi dans les politiques économiques, dans un sens qui est dans celui qu'on... Dans le livre, on voulait en parler après, mais quand même, on ne préconise pas la destruction du capitalisme. D'abord, il faut savoir ce que c'est que le capitalisme. Le capitalisme, c'est un système où il y a des personnes qui financent de la formation de capital et qui reçoivent un revenu pour ça. Donc, on ne préconise pas la propriété collective des moyens de production. On préconise un capitalisme régulé différemment, régulé plus intelligemment. Donc, donc, il y a une première chose qui est la chose politique, c'est qu'à nouveau, on se demande même pourquoi. Alors, on sait qu'aux États-Unis, le vote n'est pas qu'un vote économique.
Si le vote avait été économique aux États-Unis, Trump n'aurait jamais été élu, quoi. Il y a aussi un vote racial, un vote religieux, enfin, il y a plein d'autres motivations au vote. Et à un certain moment, quand même, un système qui appauvrit un tiers de la population est un système qui va être rejeté simplement dans les élections, quoi. Et puis la seconde chose, c'est que je crois profondément qu'on aura une horrible crise financière qui est le mélange, si vous voulez, d'une crise de la dette et d'une crise de l'excès de liquidité. Aujourd'hui, on a des dettes énormes simplement parce qu'elles sont financées par la création de liquidités par les banques centrales. Ce modèle-là, il nous annonce la prochaine crise financière qui sera bien pire que la crise des subprimes en 2008. C'est la même, mais en plus violent, quoi. Je veux dire, trop de liquidités, uniquement rendues possibles par une politique monétaire ultra-expansionniste, et une crise majeure dès que, pour une raison quelconque, cette politique monétaire devient moins ultra-expansionniste. Donc, ce modèle de capitalisme, il peut finir simplement parce que les opinions votent pour des partis politiques qui ont d'autres options, ou bien parce qu'il meurt dans une crise financière de surendettement et d'explosion des bulles sur les prix des actifs. D'accord. Mais les banques centrales n'ont aucun intérêt à laisser faire une crise. Donc, on pourrait se dire aussi qu'elles continueront cette politique d'injecter massivement du cash dans l'économie, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'elles chutent? C'est qu'il arrive des signes-là. C'est-à-dire que les dettes ne sont pas acceptables si les taux d'intérêt remontent. Donc, les banques centrales empêchent les taux d'intérêt de remonter. Et comme les banques centrales empêchent les taux d'intérêt de remonter, les valeurs des actifs, c'est-à-dire la valeur des entreprises, les cours boursiers, les prix des matières premières, qui sont traités aujourd'hui comme un actif financier, les prix de l'immobilier. Rendez-vous compte que l'année de la Covid, l'année dernière, aux États-Unis, les prix de l'immobilier augmentent de 11%. Parce que les Américains prennent la liquidité créée par la Banque centrale et achètent des appartements avec. Donc, soit la Banque centrale maintient des taux d'intérêt anormalement bas, on évite la crise de la dette, mais on fabrique une énorme hausse des prix des actifs qui, en général, finit dans l'explosion de la bulle, comme on l'a vu. On est vraiment dans la dynamique de la fin des années 80 au Japon, où la Banque centrale est très accommodante, les prix de l'immobilier s'envolent, les cours boursiers s'envolent, tout le monde s'enrichit. Et puis, au premier choc, qui est une petite remontée des taux, tout explose. Se rappeler qu'en 1990-91, les prix de l'immobilier au Japon baissent de 70% en 2 ans. C'est pas de la rigolade. Donc, voilà. Et soit les banques centrales, pour éviter ça, pardon. Ça a été provoqué par quoi, du coup, cette crise? C'est que la Réserve fédérale monte les taux aux États-Unis et par contagion, les taux japonais montent, quoi. Et la petite remontée des taux japonais par contagion avec les taux américains fait exploser toutes les bulles et leur fabrique 20 années de croissance nulle après, quoi. Si on doit expliciter exploser toutes les bulles, ça veut dire concrètement dans la vie de tous les jours des gens, ça fait des gens qui se retrouvent avec des emprunts qui augmentent, qui sont plus remboursables. Oui, c'est pour ça qu'on a eu la crise de 2009. Des subprimes. Vous achetez un appartement trop cher en vous endettant, et puis le prix de l'appartement baisse de 40%, et donc vous avez la dette, et la dette est plus couverte par la valeur de votre appartement, quoi. Donc vous êtes ruiné, quoi, en fait. Et donc, évidemment, voilà. Et puis, et par ailleurs, tant que la bulle dure, elle fabrique des inégalités de patrimoine massives. Oui. Puisque ceux qui ont déjà des actifs, c'est-à-dire les vieux, en général, aisés, s'enrichissent énormément. Et les jeunes qui doivent se acheter des actifs, soit pour se loger, soit pour avoir un peu d'épargne, payent trop cher ce qu'ils achètent, quoi. Ouais. Donc, c'est une inégalité de patrimoine qui est en plus intergénérationnelle. Et donc c'est quand même pas sympathique du tout, quoi, cet équilibre économique. C'est pas facile pour 90% des jeunes, du coup, de vivre, quoi. C'est compliqué de se loger. Et même de manger parfois. Et honnêtement, c'est assez étonnant qu'on n'arrive pas à sensibiliser les banques centrales à ce sujet. C'est-à-dire, le sujet, ce que vous faites crée une énorme distorsion qui est un enrichissement totalement sans cause. Parce que oui, si j'ai acheté il y a 1 an une action de Tesla, aujourd'hui, j'ai multiplié par 7 mon investissement en 1 an. J'ai absolument rien fait pour, quoi. C'est la Réserve fédérale qui a fait le travail en créant de la monnaie, quoi. Donc, vous créez un énorme enrichissement sans cause, c'est ce que j'appelais la rente monétaire tout à l'heure, c'est vraiment une rente, quoi.
Et puis en face de ça, vous avez des jeunes qui peuvent plus se loger et des classes moyennes qui sont expulsées des centres-villes parce que ça devient trop cher. Qu'est-ce qui peut mettre 12 000 € le mètre carré dans un appartement à Paris, quoi. Donc on a une situation qui est totalement explosive et ceci n'est pas reconnu par les banques centrales. Et quand les banques centrales n'acceptent pas la critique qui est de dire faites attention. Vous avez certes la motivation de permettre aux États de faire davantage de dépenses publiques et pour ça, vous maintenez des taux d'intérêt très bas. Et regardez aussi ce que ça fait à côté, quoi, je dirais, sur les inégalités patrimoniales, la difficulté d'accès au logement. Et donc, finalement, ce que propose Biden, ça vous paraît être la solution idéale? C'est-à-dire cette idée à la fois de taxer un petit peu plus les capitaux des plus riches, il me semble, de recommencer à taxer le capital, cette idée d'augmenter aussi les impôts sur les bénéfices des entreprises, donc et d'obliger les entreprises qui sont à l'international de payer la différence d'impôt sur le revenu chez eux comme les particuliers. Donc voilà, plus possibilité de fuite ni rien comme nous on nous le raconte à longueur de journée en France, mais si on taxe les riches ils vont partir je sais pas quoi. Donc Biden finalement avec cette politique là, ça vous paraît être une solution parfaitement viable qui ça règle le problème? Moi, si vous voulez, ce qu'on préconise avec Marie-Paul, c'est ce qu'on appelle, vous disiez tout à l'heure, l'ordolibéralisme. L'ordolibéralisme, c'est de l'économie de marché. C'est une théorie qui a été développée en Allemagne dans les années 30. C'est encore vraiment très profond dans la pensée des Allemands, la façon dont il faut organiser l'économie. Donc, c'est de l'économie de marché. On échange les biens sur des marchés, quoi, il n'y a pas de doute. On essaie d'utiliser autant que possible des mécanismes de marché et pas des réglementations. Mais l'État fait tout ce qu'on attend de l'État. Donc les ordolibéraux disent qu'il faut une protection sociale de qualité, un système de santé de qualité, un système éducatif de qualité, qu'il faut de la concurrence et lutter contre les monopoles, il faut faire respecter l'état de droit, etc. Je pense que c'est une pensée qui est extrêmement intéressante. L'idée qu'on est dans une économie de marché, mais que l'État intervient, alors les économistes contemporains diraient pour corriger les externalités. Alors, je peux prendre deux exemples. Le climat, l'approche dirigiste, c'est on va tout réglementer. Donc on va expliquer aux personnes comment elles ont le droit de se déplacer, comment elles ont le droit de se loger, comment elles ont le droit de manger, etc. C'est un peu comme ça qu'on est parti, honnêtement. On écrit des centaines de pages de règlements. L'approche ordolibérale, c'est de mettre un prix du CO2 au niveau suffisamment élevé nécessaire, qui probablement aujourd'hui d'au moins 100 € la tonne, d'ailleurs, si on veut le mesurer, et qui montera après. Et ensuite, en économie de marché, les individus et les entreprises font les bons choix, parce que s'ils émettent du CO2, ils payent 100 € la tonne, quoi. Et là, vous êtes dans une économie ordolibérale. Sur le marché du travail, l'économie dirigiste, ça consiste à dire il y a un inspecteur du travail qui va voir si ce licenciement est justifié ou pas en examinant la situation de l'entreprise, à laquelle en général il ne connaît rien d'ailleurs. Et l'approche ordolibérale, c'est le bonus-malus sur les licenciements, où une entreprise qui licencie paye des cotisations sociales plus chères. Et comme ça, on réintègre le coût social du licenciement dans les coûts de l'entreprise, etc. Je peux donner plein d'exemples. Donc on a le choix, il me semble, aujourd'hui, où on veut plus d'État, entre un État qui va intervenir de façon très dirigiste dans les choix, en disant votre voiture, elle ne doit pas faire plus de 1300 cm3, et puis dans 3 ans, elle doit être électrique, et votre maison, elle doit être isolée. Ou bien un État qui met en place les bonnes incitations, quoi. Et c'est infiniment plus simple de mettre en place les bonnes incitations. C'est le prix du CO2, quoi, à la place de milliers de pages de règlements, quoi. Donc ça pourrait plus ou moins résoudre les soucis d'exigence de rendement court-termiste, etc. Oui. Enfin, puisque elles rentreraient dans leur calcul le long terme, quoi. D'une part, ça ferait baisser le rendement du capital, parce que si les entreprises, par exemple, payaient le vrai prix du CO2, évidemment, ça réduirait leur profit. Mais ensuite, pour restaurer leur profit, elles essaieraient de ne pas émettre de CO2, quoi. C'est ça qui est malin dans l'ordolibéralisme. D'accord. Mais pour les inégalités, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait diminuer les inégalités? Oui, alors ça ne traite pas que par l'ordolibéralisme est aussi violemment hostile aux rentes. Les rentes, c'est quelque chose que détestent les économistes libéraux. C'est pour ça qu'au début, je vous disais que
le côté surprenant du capitalisme anglo-saxon aujourd'hui, c'est qu'il est uniquement axé autour de la recherche de rente. Donc, il est tout sauf libéral, quoi. Hein. La recherche de rente, c'est-à-dire placer son argent. Si je suis une entreprise, je suis tout seul à fabriquer ce produit, donc je le vends trop cher et je contrôle le marché. Les GAFA, par exemple. Si je suis un ménage, j'achète des actifs spéculatifs, donc j'achète des logements dont les prix augmentent très rapidement grâce à la Banque centrale. Et donc c'est-à-dire en fait cette idée que tout le monde cherche à avoir un paquet d'argent, à le mettre quelque part et à plus s'inquiéter, à plus travailler, quoi. Avoir un rendement de cet argent qui ne résulte pas de leur d'un travail. effort d'investisseur ou d'un effort qui n'est pas un effort d'entrepreneur, un effort d'innovation, qui est simplement lié à l'existence d'une rente. Donc, les prix des actifs montent tout seuls grâce aux banques centrales, ça génère des rentes. Je suis tout seul sur mon marché parce que j'ai tué mes concurrents, donc j'ai une rente. Voilà. Et donc, il y a une composante centrale de l'ordolibéralisme qui est de lutter contre les rentes. Alors, je reviens à votre question sur Biden. Si on pense que les prix de l'immobilier ou les cours boursiers augmentent trop vite à cause des politiques monétaires, il est parfaitement légitime de taxer les plus-values en capital. C'est même de la bonne politique d'un point de vue libéral, quoi. Il ne s'agit pas de droite, de gauche. Un économiste libéral acceptera la surtaxation des plus-values qui ne sont pas liées, qui sont des rentes, justement. On taxe les rentes, quoi. Et donc Biden, en gros, il dit « j'ai besoin d'argent public pour faire des investissements et pour améliorer la protection sociale. En face de ça, j'ai des rentiers qui sont des entreprises monopolistes ou des gens qui gagnent de l'argent, qui s'enrichissent sans rien faire. Je taxe une partie qui reste décente de ces plus-values en capital qui sont en réalité des rentes. Moi, je trouve ça parfaitement légitime et très malin par ailleurs. Et en plus, politiquement, personne ne peut protester, quoi. Quelqu'un qu'on taxe alors que c'est le fruit de son effort, c'est normal qu'il le prenne mal. Quelqu'un qu'on taxe alors qu'il est resté assis à regarder le truc monter et grâce à la réserve fédérale, il ne peut pas protester, quoi. Si, ceux qui protestent sont ceux qui vont vous dire, des macronistes ou comme l'économiste Jean-Marc Daniel que j'ai interviewé, des gens vraiment très libéraux qui vont vous dire non, parce que quand vous faites ça, en fait, vous allez casser votre croissance, vous allez diminuer votre croissance puisque ces gens ne pourront pas réinvestir cet argent et que vous le taxez et qu'il y a trop de dépenses publiques, etc. Oui, mais j'ai des grands débats avec Jean-Marc Daniel. Et moi, je suis certain que la concentration des patrimoines détruit de la croissance. On en parlait avant. Parce qu'un individu qui est très riche ne va pas voir les meilleures opportunités d'investissement, quels que soient les efforts qu'il fait. Il y en a trop, quoi, je veux dire. On ne peut pas savoir que M. Machin, au fond de la Bretagne, a un projet super, quoi, et qu'il n'arrive pas à financer. Donc, reprendre une partie, il s'agit pas, il faut pas taxer les plus-values latentes, il ne faut pas taxer les plus-values à long terme, qui peuvent résulter vraiment de l'effort d'innovation. Moi, je propose de taxer ce que Biden, les plus-values réalisées à court terme. Donc, honnêtement, quand le marché des actions américaines a monté de 80% l'année dernière, ça n'a aucun rapport avec l'économie américaine, c'est uniquement dû à la création de monnaie par la Réserve fédérale, que ceux qui vendent des actions pour prendre leur plus-value en rendent 39% à l'État américain pour financer des investissements publics intelligents ou de la protection sociale. Je ne vois pas qui peut protester, à part Jean-Marc Daniel. À part Jean-Marc Daniel. Ok. Ce que je voudrais savoir, du coup, c'est, bon, là, vous dites où prendre l'argent, mais où la donner, du coup? Vous en faites quoi de cet argent? Comment vous la réinjectez chez les gens qui vont potentiellement créer de la croissance et investir intelligemment, enfin entreprendre avec, c'est-à-dire les classes moyennes ou populaires? Je pense d'abord que, alors nous on propose une redistribution du capital à nouveau parfaitement acceptable. C'est pas un truc, c'est pas le grand soir, quoi. Je veux dire, on propose que toutes les entreprises distribuent 10% de leur capital à leurs salariés, y compris les petites entreprises. Sous quelle forme? Elles distribuent 10% de leur capital. Alors, quand c'est des entreprises cotées, elles créent 10% d'actions en plus et elles les donnent à leurs salariés. Donc, ça va appauvrir les actionnaires anciens de 10%. Mais les actionnaires anciens, ils ont gagné beaucoup d'argent grâce aux banques centrales, quoi. Donc,
Et si c'est une PME, il faut qu'elle distribue des parts de son capital sans droit de vote, parce que un patron de PME ne veut pas avoir d'autres actionnaires que lui, ce qui se comprend. Il peut distribuer 10% en gros des droits à profit de son entreprise. Mais est-ce que c'est pas un peu compliqué de faire ça? Est-ce que, enfin, je sais pas, je pense à un salarié de McDo ou à un petit job d'étudiant ou même aujourd'hui, un petit job d'étudiant, c'est peut-être compliqué. Non, mais même aujourd'hui, on travaille 6 mois dans une entreprise, 6 mois dans une autre, 1 an dans une autre. Est-ce que c'est pas un peu compliqué de prendre des parts? Ça, c'est un peu, je sais, ça, c'est de vue. On dit ça. Je suis loin d'être persuadé que c'est ça l'avenir du marché du travail. Aujourd'hui, en France, la durée moyenne de présence dans une entreprise, c'est 12 ans, pour le salarié moyen français. D'accord. Et elle s'allonge. Mais est-ce que ce serait pas plus simple au cours du temps? Est-ce que ce serait pas plus simple d'augmenter les salaires, tout simplement, plutôt que de s'embêter avec ces trucs de... Oui, mais moi, je veux pas traiter seulement les inégalités de revenus. Les inégalités de revenus, d'abord, elles sont moins choquantes, je trouve, que les inégalités de patrimoine. Et en plus, c'est assez facile de faire de la redistribution. En France, vous faites la prime d'activité, quoi. Donc, contrôler les inégalités de revenus, c'est pas très compliqué. Je rappelle pour ceux qui connaissent pas, la prime d'activité, c'est qu'on complète d'un petit chèque de quelques centaines d'euros ceux qui ont des revenus assez bas jusqu'à, on va dire, 1 500, 2 000 euros. Jusqu'à un SMIC et demi, donc jusqu'à 1 700 euros par mois, quoi. Et à partir d'un demi-SMIC. Mais il faut avoir un emploi. Et ça peut être plus de 500 euros si les conditions de structure de famille sont, en moyenne, c'est 230 euros. Voilà. Okay. Et c'est quand même pas mal. 230 euros pour quelqu'un qui est au SMIC, c'est quand même presque 20% de salaire de revenu en plus, quoi. Bien sûr. Voilà. Mais on peut faire ça, on pourrait l'augmenter, la prime d'activité. Donc, si vous voulez, si on a la volonté politique de stabiliser les inégalités de revenus, on peut le faire. Il n'y a pas de difficulté technique. C'est beaucoup plus difficile sur les inégalités de patrimoine parce qu'elles viennent des politiques monétaires. Tant que les banques centrales maintiennent des taux d'intérêt à peu près à zéro, forcément, les inégalités de patrimoine augmentent. Et on ne va pas demander aux banques centrales de monter les taux, parce qu'on disait tout à l'heure, ça ferait un gros problème avec les dettes, quoi. Donc, on sait que les taux d'intérêt vont rester très bas, donc la tendance des prix des actifs, ça va être de monter. Donc, moi, je propose simplement de prendre une partie de cette hausse des prix des actifs et de la rendre. Alors, je dis aux salariés, peut-être vous avez raison, il faut penser plus large que les salariés. Il faut penser les salariés, les indépendants qui travaillent en relation régulière avec une entreprise, etc. Enfin, on est quand même encore dans un monde de salariat. Il y a quand même beaucoup de chômage et d'indépendants, de plus en plus d'indépendants. Il y a eu le record de création d'auto-entreprises l'année dernière, tout ça. Oui, mais c'est vrai que alors on ne parle pas que de la France, c'est une spécialité. C'est que les indépendants, il n'y a que 2 pays sur la planète où ça se développe, c'est la France et le Royaume-Uni. D'accord. Aux États-Unis, il y en a de moins en moins. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, aux États-Unis, il y a de plus en plus de salariés, il y a très très peu d'indépendants, et ils sont de plus en plus longtemps dans la même entreprise. D'accord. Donc l'idée que l'avenir du capitalisme, c'est que tout le monde est indépendant et change de métier tous les 6 mois, moi je pense que c'est très très pas vrai. J'ai pas dit de métier, mais de clients. Et je pense que la raison pour laquelle en France et en Angleterre, on a cette montée incroyable du nombre d'indépendants, c'est juste du détournement du code du travail. Il n'y a pas de raison économique profonde à ce qui est tant d'indépendants. Donc honnêtement, une économie même très dynamique peut être une économie de salariat. Je vois, on peut être un salarié très autonome, quoi. Ça n'a rien à voir avec le statut du contrat de travail. Oui, après, moi, je vois, par exemple, j'ai des copains qui sont dans l'informatique, ils sont très contents d'être indépendants. Là, ils se sont mis en full remote, totalement à distance, et ils vont voyager partout en Europe. Et voilà. Chez Google, les gens sont salariés, ils sont tous en full remote. Non, mais honnêtement, je ne vois pas le lien entre la façon dont on travaille et le statut du contrat de travail. Il peut très bien être salarié et travailler chez vous, loin. Oui, non, mais enfin, peu importe. La question, du coup, c'est comment redistribuer aux indépendants, aux chômeurs, aux sans-emploi, etc. Mais à nouveau, il y a 2 sujets. Il y a le sujet des inégalités de revenus. Et donc, par exemple, étendre la protection sociale de façon à ce qu'il n'y ait pas trop dans la protection sociale, ce que tous les pays sont en train de faire, c'est une bonne idée. Je plaide, alors ça va être fait pour une extension de ce qui s'appelle en France la garantie jeune, qui est un revenu complémentaire qui est donné à tous les jeunes qui sont en formation. Aujourd'hui, on le donne juste à des jeunes qui viennent d'une situation d'échec scolaire.
et qui se requalifie. On va le donner, sans doute, je pense que le président de la République va annoncer ça à beaucoup plus de jeunes. Hein. Mais vous voyez, moi, je veux aussi redistribuer les plus-values qui apparaissent à cause des politiques monétaires expansionnistes. D'accord. Alors, sur l'immobilier, c'est très compliqué, à part à nouveau les taxer quand quelqu'un vend un appartement très peu de temps après l'avoir acheté, hein, juste de façon spéculative. Mais on peut aussi, là, il y a des vraies politiques du logement à mettre en place qui consistent quand même à construire plus. Hein. Il y a quand même 2,5 millions de personnes en France qui sont dans un logement qui est insalubre, quoi. Oui, je sais bien, j'ai fait une vidéo avec le ministère du logement justement sur les sans-abri, pourquoi il y a des sans-abri, pourquoi on fait pas plus de logements, et le gouvernement, il semble pas y avoir de volonté politique de dynamiser le logement ou de contribuer à faire plus de logements. Alors je pense que c'est une erreur de conception d'Emmanuel Macron, si on a le droit de dire ça, qui considère que le capital immobilier, c'est un mauvais capital, tandis que le capital d'entreprise, c'est un bon capital. Et c'est pour ça que le seul capital qui est taxé aujourd'hui, c'est le capital immobilier. Je pense que ça néglige complètement le rôle social que joue le capital immobilier. Il y a quand même des millions de Français qu'il faut reloger. On sait qu'il faudrait construire entre 500 et 600 000 logements par an. On en construit moins de 400 000. Donc le déficit s'accumule et c'est une erreur et c'est à cause de ça que les prix montent. On est d'accord. Par contre, sur la valeur des entreprises, quelqu'un qui s'enrichit sur la valeur d'une entreprise simplement parce que la Banque centrale européenne a décidé que les taux d'intérêt sont de 0, je trouve légitime d'en reprendre une partie et de le redonner aux autres. Donc c'est pour ça qu'on a cette proposition de redistribuer 10% de capital de toutes les entreprises. Après, c'est pas seulement dans ces cas-là qu'il y a accroissement des inégalités. Enfin, je veux dire, quand Biden dit qu'un patron gagne aujourd'hui 231 fois le salaire. Oui, mais là, on est si vous voulez, j'ai du mal à m'intéresser à ce sujet. Je pense que les inégalités de revenus, d'abord, dans un pays comme la France, elles n'ont pas augmenté. Il y a des cas de pauvreté. Il faut traiter la pauvreté, mais globalement, le vrai sujet, ce qui a énormément augmenté et qui est beaucoup plus gros que les inégalités de patrimoine. C'est les inégalités patrimoniales. D'accord. En plus, vous savez, aujourd'hui, juste un chiffre qui est quand même assez révélateur, plus de 60% du patrimoine des Français a été hérité. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 30 ans. Hein. Donc, c'est des inégalités qui se perpétuent d'une génération à la suivante. D'accord. C'était combien il y a 30 ans ? C'était autour de 20%. D'accord, ouais, c'est énorme. Et là, c'est 60%. Et vous n'avez pas l'impression, en proposant de reverser 10% du capital aux salariés, de mettre un peu un pansement sur une jambe de bois ? Ça paraît un peu faible. Par ailleurs, on propose aussi de distribuer les gains de productivité aux salariés. Donc, alors ça, c'est pas un problème français. En France, les salariés reçoivent les gains de productivité de façon régulière depuis 30 ans. Aux États-Unis, en Espagne ou au Japon, pas du tout. Donc, il y a certains pays de l'OCDE où les salariés ne reçoivent qu'une très très faible fraction des gains de productivité pour l'ensemble de l'OCDE. Ça dépend des entreprises en France. Oui, mais quand même, globalement, quand vous regardez, les salariés ont reçu les gains de productivité. Peut-être les salariés les plus qualifiés dans des emplois très qualifiés. Non, pas seulement. Alors, il y a un problème avec les salariés au SMIC. Depuis, ça fait quelques années que le salaire minimum n'a plus ce qu'on appelle bêtement les coups de pouce. N'est pas revalorisé. Juste indexé sur les prix. Donc, ça fait maintenant, je crois, 6-7 ans que les salariés au SMIC ne reçoivent plus non plus en France les gains de productivité. Ouais. Et ça, c'est pas normal. C'est pas honnêtement, moi je dis que c'est pas normal. Alors mes camarades qui travaillent là-dessus me disent aussi, oui, mais tu sais, quand on monte le SMIC, on détruit des emplois peu qualifiés. Mais je pense qu'il n'est pas légitime de ne pas distribuer à des salariés les gains de productivité, et on le fait pour le SMIC maintenant depuis plusieurs années. Ok. Mais ou alors, il aurait fallu, si on veut faire ça, il aurait fallu associer ça à une nouvelle hausse de la prime d'activité dont on parlait avant. D'accord. Mais donc là, on parle encore de revenus plutôt que de patrimoine. Pour revenir à la question du patrimoine, vous avez raison, qui me paraît la plus centrale. Est-ce que, par exemple, je vais vous donner une idée qui paraît un peu plus révolutionnaire que ce que vous me dites là, parce que j'ai l'impression que vous me parlez de sommes qui sont quand même un peu faiblardes. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de taxer massivement l'héritage et de remplacer ça par un héritage universel, par exemple, tout le monde hériterait
assez jeune, vers 25 ans, de 300 000 euros, au lieu que... Vous avez lu les œuvres complètes de mon ami Thomas Piketty. Il en a parlé il n'y a pas longtemps. Ouais. Bon, si vous voulez, moi j'essaie, dans le bouquin avec Marie-Paul, on a essayé de proposer des choses qui avaient une chance d'être mises en place. Peut-être c'est une contrainte trop sévère. Il y a plus de 80% des Français rejettent totalement la taxation des héritages, y compris tous ceux qui n'en paieront jamais et dont les enfants n'en paieront jamais. Oui, j'ai vu. C'est monstrueusement impopulaire. J'ai vu ces statistiques, mais c'est parce qu'on ne dit pas ce qu'il y aurait en contrepartie. Si on disait en contrepartie, vous aurez 300 000 euros quand vous avez 25 ans, je pense que les gens seraient un petit peu plus... Attendez, si on fait de l'économie pure, la plupart des économistes seraient d'accord pour dire qu'il faut baisser la taxation des revenus et taxer beaucoup plus fortement les héritages. Bah ouais. Parce que faisant ça, vous incitez les gens à créer leur boîte, à se débrouiller, et vous ne faites pas cette perpétuation intergénérationnelle des on est d'accord. Et surtout, qu'on hérite quand on est déjà à la retraite et qu'on ne va pas entreprendre. Voilà. C'est débile. Bon, alors, on a mis un peu de correction à ça, puisqu'aujourd'hui, il y a des donations qui vont maintenant être étendues aux petits-enfants, parce qu'on s'est aperçu que les enfants, c'était pas assez. Il faut le faire sur les petits-enfants. Aujourd'hui, c'est très favorable fiscalement entre parents et enfants. Oui, ça c'est pour ceux qui ont du capital à transmettre, mais ceux qui ont... mais honnêtement, c'est bien. Parce que même dans la classe moyenne, les petits-enfants commencent leurs études, même s'ils reçoivent 20 000 euros, vous voyez, c'est bien, quoi. Il faut le faire. Hein. De toute façon, il faut le faire. Mais c'est pour ça aussi qu'on propose de distribuer 10% du capital de toutes les entreprises aux salariés, hein, parce que ça fait quand même un capital pour tout le monde. N'oubliez pas que la valeur des entreprises en France, quand vous la regardez globalement, c'est 3 années de PIB, quoi. Donc vous distribuez 30%. Vous distribuez 30% du PIB quand même, c'est pas rien du tout. Ça fait 600 milliards d'euros. Hein. Oui, mais ce que je me dis, c'est que les salariés qui sont les gens qui vivent sans trop d'économie, de toute manière, ils vont les vendre et ça va être juste une augmentation de revenus au final. Ils vont pas les garder, ils vont pas les faire fructifier parce qu'ils en ont besoin tout de suite pour consommer tout de suite. Oui, mais ça dépend lesquels. Les classes moyennes supérieures pourront se permettre de les garder. Mais... Non, mais je pense que... Mais même si ça permet d'accéder à un meilleur logement, je pense que ça a plein d'effets vertueux. Nous, on est convaincus que cette dynamique qui a commencé il y a 30 ans, qui est d'énorme augmentation des inégalités de patrimoine, elle est profondément au cœur de nos problèmes d'inefficacité économique. Bien sûr, on est d'accord. Et que donc, on cherche une technique assez indolore. J'avoue, on a cherché une technique assez indolore. Oui, mais indolore. En disant si je suis actionnaire d'une entreprise et que le cours boursier de l'entreprise a monté de 30% dans l'année grâce à la politique monétaire, je suis d'accord pour en rendre 10%. Quoi. C'est assez indolore et c'est quand même beaucoup d'argent. Assez indolore, et beaucoup d'argent, mais réparti uniquement sur les salariés des entreprises d'une certaine taille. Non, parce que je n'ai pas dit comment on répartissait les 10% du capital. Mais moi, je vais toutes les entreprises, y compris les TPE. Hein. Le patron de TPE, il va donner 10% de la valeur de son entreprise à ses salariés, même s'ils sont très peu nombreux. Est-ce que c'est vraiment juste ça, celui qui a juste sa TPE, qui travaille 80 heures par semaine? Non, mais à nouveau, oui, mais c'est un truc. Il y a plein de patrons de PME qui ont plein d'initiatives pour distribuer des profits à leurs salariés, les faire participer à leur enrichissement. Il y a plein de patrons de PME qui prennent des initiatives. Donc là, on le généralise, quoi. Non, mais honnêtement, les gens ne sont pas tous des réactionnaires avares, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de revenu universel? On n'en a pas encore parlé. C'est une mauvaise redistribution? Je pense que le faire pour tout le monde, c'est beaucoup trop cher. Je ne crois pas. Et puis, si vous voulez, quand on le fait pour tout le monde, n'oubliez pas qu'en contrepartie, on supprime on supprime l'indemnisation du chômage, les arrêts de maladie, une partie des retraites, les congés de maternité, etc. Donc on supprime une grande partie de la protection sociale en échange. Donc il faut faire un peu attention. C'est séduisant parce qu'on se dit, ça paraît incroyablement simple, quoi. Ouais, mais honnêtement, c'est pas gérable. Imaginez qu'on veuille donner. On avait fait les calculs quand Hamon a été candidat à la présidence la dernière fois. Je veux dire, on arrive assez facilement à 30% du PIB, quoi. Je veux dire, donc, non, c'est pour ça que je pense qu'il faut. Ce que j'ai dit avant, je pense que d'abord, tout le monde n'en a pas besoin. Donc, je comprends bien la philosophie de la chose, mais honnêtement,
il y a plein de gens qui n'ont pas besoin qu'on leur donne 500 euros par mois, quoi. Donc, honnêtement, dans l'état des finances publiques, ça me paraît plus raisonnable de sélectionner des populations. C'est pour ça que je pense que l'extension de la garantie jeune à tous les jeunes en formation, à condition qu'ils la suivent, la formation, hein, voilà, mais avec comme une condition de... Finalement, un salaire d'études. Un salaire d'études comme dans les pays nordiques. Avec une définition très large de la formation. Quoi. Je veux dire, ça couvre l'apprentissage, l'alternance, le retour à l'emploi, la fac, enfin, tout ce que vous voulez. Quoi. Mais si vous faites ça et vous donnez la garantie jeune à tous ces jeunes, ça coûte quand même 15 milliards d'euros par an. Hein. C'est aussi beaucoup d'argent. Oui, et vous parlez de garantie jeune, là on parle encore d'une aide à demander, etc. Sinon, comme dans les pays nordiques, un salaire, c'est-à-dire pour les gens qui étudient. Oui, non, mais la garantie jeune, c'est un salaire. Hein. Garantie jeune, c'est 560 euros par mois qui seront versés tous les mois sur le compte en banque. Alors aujourd'hui, c'est réservé à des jeunes qui étaient en difficulté, en échec scolaire et qui sont réintégrés dans des parcours de formation. D'accord. Donc ça a été étendu, c'est budgété pour 200 000 jeunes, mais évidemment... on parle de jeunes entre 18 et 29 ans, donc c'est 12 années, donc c'est 8 millions de personnes, donc on est très très loin de 200 000. Quoi. Ok. Bon, la plupart du temps, on est quand même élu par des politiques qui ont des campagnes à financer, etc. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre idée soit si indolore que ça, de supprimer 10% de leur capital vous pensez vraiment que, par exemple, un Macron pourrait réaliser une telle idée ? Écoutez, je suis assez surpris d'avoir discuté avec des patrons de très grands groupes qui me disent que cette idée les intéresse et qui se demandent s'ils ne vont pas le faire. Ah ouais ? Donc, ouais. Si vous voulez, il y a quand même aujourd'hui une perception, alors je ne dis pas par tous, mais par un certain nombre de dirigeants d'entreprises, peut-être un peu plus d'entreprises un peu plus familiales que moins familiales. Ça peut prendre des formes diverses. Ça peut être de créer des centres de formation pour récupérer des jeunes en difficulté. Ça peut être effectivement de distribuer une partie des actions de l'entreprise aux salariés. Ça peut être de financer des fondations, des ONG, etc. Mais je crois qu'il y en a beaucoup qui se disent que s'ils ne prennent pas une initiative, ça va mal finir. Et que le système sera rejeté. Donc nous, on suggère une forme d'initiative. Il peut y en avoir plein d'autres. À nouveau, moi, je soutiens toutes les entreprises qui se mettent à créer des centres de formation pour les jeunes en difficulté, d'où ils sortent tous en général avec un CDI qui marche, quoi. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on ne va pas vous reprocher de faire fuir les capitaux sur les entreprises françaises, parce que si, par exemple, les investisseurs étrangers ont le choix entre investir dans une entreprise française où on va leur supprimer 10% de leur revenu potentiel, alors que les entreprises américaines ou japonaises continuent à promettre des rendements à 15%, enfin, c'est pas des pourcentages qui se correspondent évidemment, mais on risque de vous dire, non, vous allez rendre les entreprises françaises beaucoup moins attractives et encore une fois diminuer la croissance et nous emmener vers la récession et voilà. Oui, alors on est parfaitement conscient du problème, on en parle dans le livre. Notre problème, si vous voulez, c'est que, pour donner un chiffre rond, 50% du capital des entreprises françaises, c'est un peu moins, c'est 40 quelque chose % du capital des entreprises françaises appartient à des non-résidents. Et seulement un peu plus de 50% appartient à des Français. Après, il y a un travail à faire, si vous voulez. Il faut que... alors là, on parle des entreprises cotées, parce que les entreprises non cotées, il n'y a pas le problème que vous évoquiez. Quand même, la plupart des entreprises sont non cotées. Là. Bon, sur les entreprises cotées, il y a un travail à faire du dirigeant auprès de ses actionnaires, en expliquant qu'il a envie de faire quelque chose pour la société et qu'il leur demande d'accepter quelque chose pour la société. Allez dire ça au PDG de Danone qui s'est fait virer comme un malpropre. Écoutez, je ne vais pas citer des cas. Je ne suis pas sûr qu'il soit fait virer pour ça. Mais honnêtement, vous voyez, je pense que la perception est en train de changer dans le monde. Oui, mais que la perception des chefs d'entreprise qui sont encore en contact avec leurs salariés peut-être change. Je dis pourquoi pas. Que non, la mais avec leurs salariés, des actionnaires... mais pas seulement leurs salariés, ils sont en contact avec des élus locaux, vous voyez, enfin donc. Oui, non, mais tous les gens qui sont dans le tissu social, bien sûr, mais les actionnaires, souvent, c'est des gens qui regardent. Ça dépend des actionnaires. Alors après ça, ce qu'on évoque dans le bouquin, qui est un vieux sujet, c'est comme plus compliqué si vous avez à votre capital
un fonds activiste américain que si vous avez un grand assureur français, quoi. Parce que le grand assureur français, vous allez lui expliquer que ça a du sens, que c'est intelligent et qu'il peut l'expliquer lui à ses clients. Voilà. Le fonds activiste américain, il en a rien à foutre effectivement des salariés de l'entreprise. Et donc, ça pose. C'est quand même énormément d'argent dans nos entreprises. Mais vous voyez, ça pose un vrai problème qui est. De toute façon, ce qu'on suggère, il faudrait le faire au niveau de l'Europe, et pas au niveau simplement de la France, parce que ça devient vraiment très compliqué. Mais ça veut dire quand même qu'il faudrait être capable que l'Europe possède ces entreprises. Donc, il faut réduire la dépendance dans la propriété des entreprises européennes vis-à-vis d'actionnaires qui sont dans une autre culture, quoi. Il y a une culture européenne. Regardez les grands fonds de pension d'Europe du Nord. Quand vous allez au Danemark, en Hollande, aux pays, en Norvège, en Suède, en Finlande, les grands fonds de pension dans ces pays qui sont publics, ils sont des fonds publics, mais qui gèrent les pensions de la plupart des personnes, ont une gestion qui est exactement ce qu'on veut, quoi. Ils gèrent à long terme, ils ont des objectifs de rentabilité parfaitement raisonnables, ils veulent juste payer les retraites, quoi. C'est quand même un changement psychologique et une perte de fonds énorme de la part des Américains, et un changement psychologique assez grandiose par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui était que la Bible du capitalisme, c'était attirer à soi le maximum de capital. Oui, mais honnêtement, moi je pense, on en a parlé, que l'exigence de rentabilité du capital à 15 ou 14 ou 13, ça ne change pas grand-chose par an. Si on ne casse pas ça, on n'obtiendra rien. Parce qu'effectivement, on ne va pas distribuer les actions, on ne va pas relocaliser, on ne va pas augmenter les bas salaires, et voilà. Et on ne fera pas les investissements de long terme. Donc, il faut casser la rentabilité du capital à 15%. Pour faire ça, vous avez besoin de davantage de grands investisseurs institutionnels qui sont d'accord d'obtenir, d'avoir une rentabilité plus faible, quoi. Donc, ça nécessite de fabriquer, je pense, un tissu d'investisseurs européens qui ont des exigences raisonnables de rentabilité. À nouveau, l'Europe du Nord l'a fait très bien. Nous, on a une opportunité, en France, par exemple, qui est la réforme de l'assurance vie. Si on permettait aux assureurs vie, si la réglementation des assureurs vie leur permettait d'investir davantage dans les entreprises que ce qu'il faut aujourd'hui, ils ne demanderaient pas 15% de rendement. Ils demanderaient des rendements, ils auraient une vision longue. Eux, ils gèrent de l'argent qu'on leur confie en moyenne pour 14 ans, quoi. Donc, ils auraient une vision longue, ils auraient des exigences raisonnables de rentabilité. Et donc, il y a des réformes. Il y a des réformes faciles, c'est pas facile, mais il y a des réformes assez faciles, en tout cas, à construire. Sinon, ça pourrait être de point de vue législatif, qui iraient dans le bon sens, quoi, en fabriquant un tissu d'investisseurs européens d'horizon long. Ça me paraît très important. À nouveau, si les Hollandais l'ont, si les Suédois l'ont, si les Finlandais l'ont, si les Danois l'ont, pourquoi on ne l'aurait pas nous, quoi. Bon, là où je vous donne, j'ai quand même envie de vous donner raison, c'est qu'on voit dans certaines études de psychologie que gagner 1 euro, c'est 3 fois plus, perdre 1 euro, c'est 3 fois plus désagréable qu'il est agréable de gagner 1 euro. C'est-à-dire qu'on a une aversion à la perte qui est énorme, et c'est probablement pour ça que les gens sont si peu pour la taxation de l'héritage ou ce genre de choses, parce que on a vraiment l'impression qu'on vient leur prendre leur argent dans leur poche et que c'est pas mérité, quoi. Et donc peut-être effectivement vous avez raison que ce serait plus indolore de faire votre solution. C'est une solution qui est intéressante. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à proposer avant qu'on en finisse? Non, juste résumer qu'il y a des choses qui prendront du temps. Il faut fabriquer des investisseurs à long terme européens, ça prendra du temps. Il y a des choses qu'on peut faire beaucoup plus vite. Par exemple, lutter contre les monopoles, faire en sorte que les gains de productivité soient distribués aux salariés. Comment lutter contre les monopoles? Écoutez, si on veut, on peut. Je veux dire, à mon avis, Biden va le faire. Alors, il faut après qu'il va dissoudre Google ou Facebook? Non, alors c'est pas forcément une question. Vous savez qu'il y a la théorie économique est assez précise là-dessus. Il y a des monopoles qui sont dits naturels. Donc, l'entreprise est plus efficace en étant très grosse. À ce moment-là, il ne faut pas casser l'entreprise, parce que les morceaux seraient moins efficaces. Mais il faut la réglementer. Et par exemple, il faut réglementer. Et la réglementation, c'est en général une réglementation de sa rentabilité et de ses investissements. On considère que si elle gagne trop d'argent, c'est qu'elle vend trop cher, donc qu'elle baisse ses prix.
Et le risque d'un monopole, c'est qu'il sous-investisse, puisqu'il n'a pas de concurrent, donc il n'est pas poussé. Et c'est en général ce qu'on a fait, quoi, quand on a gardé. Et puis, dans d'autres cas, l'entreprise n'est pas plus performante en étant plus grosse. Et donc, on peut la casser en plusieurs entreprises. De toute façon, il y a des modes dans le capitalisme. Il y a eu les époques où on avait des conglomérats. Bon, les années 20, par exemple, ça se finit en général mal, les époques à conglomérats. Les années 20, c'est typiquement. Puis maintenant. Et puis après, il y a des époques où on casse les conglomérats, donc les années 30, les années 80, et puis peut-être qu'on va le faire maintenant. Donc, par exemple, forcer, je sais pas, Facebook à se débarrasser de ces entreprises comme Instagram. Oui, alors parce qu'en général, en général, si on est dans les économies de réseau, on distingue le réseau des services sur le réseau. Donc, le réseau peut être monopoliste parce que c'est plus efficace. Regardez les télécoms, quoi. Je veux dire, regardez les trains, quoi. Vous n'allez pas. Et puis, vous pouvez avoir plusieurs entreprises en concurrence qui vendent des services sur le réseau. Quand vous regardez Netflix, c'est sur le même réseau que France 2, quoi. Donc, c'est le même Internet, quoi. Donc, on pourrait très bien dire que les entreprises d'Internet, on sépare le réseau, qui est un monopole naturel, et qui doit laisser tout le monde accéder à ces services. De toutes sortes d'entreprises concurrentes accéder aux services qu'il donne, lui, en tant qu'entreprise de réseau. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces entreprises de réseau fournissent aussi elles-mêmes les services. Mais est-ce que c'est vraiment des entreprises de réseau Facebook, c'est une entreprise de réseau? Facebook, au départ, ça peut appeler ça du réseau, quoi. Vous fournissez... c'est du transfert, c'est du télécom, quoi, essentiellement. Donc vous voudriez dire, par exemple, qu'au lieu que Facebook fixe le prix de la publicité, il y aurait un marché des publicités sur Facebook qui serait ouvert et transparent avec les entreprises qui se battraient pour... Oui, par exemple, ou par exemple qu'on peut acheter, il y a la question qui se pose de l'Apple Store, par exemple, on peut acheter que sur un Apple Store si vous avez un Apple, donc c'est pas ouvert à la concurrence, quoi. Donc on peut ouvrir à la concurrence sur une base qui est fournie par une grande entreprise de réseau, quoi. Ok. En parlant de monopole, qu'est-ce que vous pensez de l'obsession de la Commission européenne qui, pour respecter les traités, veut absolument qu'on privatise, par exemple, notre électricité avec le projet Hercule qui, si j'ai bien compris, a été abandonné. Mais en gros, l'idée que, par exemple, on devrait privatiser notre électricité, l'UFC Que Choisir a dénoncé il y a quelques semaines, là, il me semble que en 10 ou 20 ans, en 10 ans, je crois, on a augmenté de 50% la facture d'électricité parce qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été faites après le début de privatisation de l'électricité en France, où EDF était obligé de vendre assez peu cher à ses concurrents et plus cher aux consommateurs pour permettre une concurrence, etc. Qu'est-ce que vous pensez finalement de combattre ces monopoles sur des domaines comme ça? Vous parliez tout à l'heure du train, c'est pour ça que ça m'y a fait penser, où on a l'impression finalement que ça a totalement du sens d'avoir un monopole et que ce serait peut-être mieux d'avoir un service public. Je sais pas, vous en dites quoi? Et honnêtement, c'est du cas par cas. Regardez le train, regardez en Italie. Le train en Italie, il y a 30 ans, il y a 20 ans, c'était le plus catastrophique de la planète, quoi. Je me rappelle des scènes où quand un train arrivait à l'heure à un quai de gare, votre voisin italien vous disait il est à l'heure, c'est sûrement pas le bon train. Il avait toujours raison. Donc, et alors on n'a pas privatisé les voies ferrées. En Italie, on a privatisé, on a créé des compagnies privées de train. La compagnie publique de train, qui s'appelle Trenitalia, est devenue géniale. C'est formidable, Trenitalia. Honnêtement, allez prendre le TGV Trenitalia, la SNCF peut prendre des leçons, quoi. Ils ont été poussés par les concurrents privés à faire d'incroyables progrès. C'est devenu formidable, Trenitalia. Okay. Donc moi, je crois quand même à la vertu de la concurrence. Je pense qu'un monopole, ça pionce, honnêtement. C'est humain, quoi. Je veux dire, vous êtes tout seul. Donc, mais est-ce que sur, par exemple, de l'électricité avec les centrales nucléaires, on peut vraiment privatiser? Non, mais là, on a voulu, vous savez, c'est une volonté des États français successifs. C'est un cas très particulier de faire gagner des parts de marché aux concurrents d'EDF dans la distribution d'électricité en leur donnant l'accès au nucléaire. Parce que s'ils n'avaient pas eu l'accès au nucléaire, ils n'auraient jamais pu, effectivement, gagner des parts de marché, vu qu'EDF aurait toujours été moins cher, quoi. Voilà. Le nucléaire amorti, ce n'est pas le nucléaire neuf, quoi, mais le nucléaire amorti,
c'est une source d'électricité extrêmement bon marché, quoi. Ben oui. Donc, on s'est dit que si on voulait avoir des concurrents, il fallait bien qu'ils aient accès aussi au nucléaire. Alors, EDF dit qu'il est forcé de vendre le nucléaire en dessous des prix coûtants à ses concurrents. Je ne suis pas un spécialiste de ça, c'est compliqué comme dossier. Mais là, c'est un cas très particulier. Mais quand même, honnêtement, chaque fois qu'on a eu un monopole, regardez aux États-Unis, avant que Reagan casse le monopole TNT, quand vous étiez aux États-Unis, dans les début des années 80, quand vous vouliez appeler l'Europe, il fallait mettre 83 pièces de 25 cents dans une boîte, quoi. Et puis 3 ans après, il y avait des téléphones portables, quoi. Donc honnêtement, le monopole dort quand même. Bah, il dort, mais en même temps, on voit que sur certains cas, là, par exemple, c'est censé tirer les prix vers le bas puisque on est censé proposer un service moins cher. Or là, sur l'électricité, les acteurs, ils font juste racheter moins cher à EDF, ils nous vendent plus cher l'électricité, et l'électricité d'EDF est encore plus chère parce que on l'a obligé à augmenter ses tarifs. Ça paraît quand même scandaleux. Oui, mais c'est un cas très spécial. Je ne suis pas spécialiste du prix de revente du nucléaire. Mais dans la plupart des exemples que vous pouvez regarder, quand on a cassé les monopoles, on a eu des baisses de prix, énormément de progrès techniques, un service pour le consommateur bien meilleur. Donc, ce n'est pas bien les monopoles, quoi. Mais c'est humain, quoi. Vous êtes tout seul sur votre marché. Vous n'allez quand même pas en plus faire des efforts, quoi. Donc, ou alors, faut un régulateur hyper malin, quoi, qui est capable de surveiller que tout en étant monopole, quand même, vous donnez un bon service au bon prix, en faisant les bons investissements. Ça implique une régulation extrêmement compliquée. Il ne faut pas faire une différence entre les monopoles publics et privés. Non, je ne crois pas. Parce que le monopole public, il est fixé par le politique et qui a tout intérêt à ce que ce soit le moins cher possible pour être élu, tandis que le monopole privé, oui, il peut s'endormir et faire augmenter les tarifs. Non, mais à nouveau, la vraie question, c'est les rendements d'échelle. C'est-à-dire, est-ce que la boîte grande dans ce secteur est plus efficace? Il y a plein d'endroits où il y a des rendements d'échelle. C'est-à-dire, à nouveau, vous imaginez pas une seconde. Traitement de l'eau et des déchets, ou tout comme ça. Il y a plein d'économies d'échelle sur la recherche, voilà, mais même dans la banque maintenant, comme on demande de faire extrêmement attention aux risques, à la corruption, ce genre de choses, à l'argent sale, il y a des économies d'échelle considérables. Les banques ont intérêt à faire ça ensemble, quoi. Donc, si vous avez des économies d'échelle très importantes, les grandes entreprises sont plus efficaces. Et donc, il faut arbitrer entre cette efficacité et le fait qu'on surveille qu'elles ne profitent pas du fait qu'elles sont en position dominante pour... Et alors, vous savez, les positions dominantes, ce n'est pas que le marché des biens. Il y a des travaux américains très intéressants. Il y a un économiste qui s'appelle Yona Varilescu, par exemple, qui montre que les entreprises sont aussi en position de monopole, alors on doit dire monopsone, sont des sur le marché du travail. Dans chaque bassin d'emploi, il y a un tout petit nombre d'entreprises qui créent des emplois. Ce qui, évidemment, leur donne aussi une position très forte, quoi, pour fixer des salaires plus bas. Enfin, donc, c'est globalement pas bien, les situations de monopole, quoi, les positions dominantes. Ok. J'ai une toute petite dernière question. On a parlé des inégalités, mais on n'a pas parlé de pauvreté. Est-ce qu'il faudrait faire quelque chose contre la pauvreté? Est-ce qu'il faudrait, en plus donc par exemple de la garantie jeune, mais ça c'est pour la pauvreté uniquement des étudiants, ou pour ce dont on a parlé, donc les 10% pour les salariés, etc. Mais les pauvres, qu'est-ce que vous en faites des pauvres? Alors, il y a deux causes à la pauvreté, hein, mais quand même, il y a une cause qui est plutôt américaine, c'est la stagnation complète des plus bas salaires depuis très longtemps, qui a fabriqué beaucoup de travailleurs pauvres aux États-Unis. Enfin, vivez avec $7,50 aux États-Unis, c'est juste impossible. Hein. Et puis, il y a une cause qui est plus européenne, qui est la faiblesse de l'emploi. Parce qu'on regarde le taux de chômage, c'est un très mauvais indicateur de la situation de l'emploi. Il faut regarder le taux d'emploi. Il n'y a qu'un peu plus de 60% des Français en âge de travailler qui ont un emploi. Il y a des pays où on est presque à 80%. Hein. En Allemagne, il y a plus de 10 points d'écart de plus de taux d'emploi qu'en France. Et donc, ça, dans le cas de la France, la pauvreté est essentiellement liée au fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'emploi, quoi. Si on avait le même taux d'emploi que les Allemands, on aurait incroyablement moins de pauvres. Et c'est à tous les niveaux, quoi, je veux dire. Hein, on avait fait des comparaisons France-Allemagne où on s'apercevait, dans cette surprise de la comparaison,
Une des raisons, c'est qu'il y avait beaucoup plus de familles en France avec un seul salaire qu'en Allemagne. Il y a beaucoup plus de pauvres, beaucoup plus de familles. Enfin, les familles où il n'y a qu'un salaire ont plus de chances d'être dans la pauvreté que les familles où il y a 2 salaires. Bien sûr. Et donc, aux États-Unis, la solution, c'est d'augmenter les plus bas salaires. Et donc, pour l'instant, Biden hésite parce que c'est compliqué politiquement, puis qu'il y a beaucoup de gens qui résistent. Et en France, la solution, c'est vraiment de faire monter le taux d'emploi. Et là, je reviens à ce qu'on disait au début. Il y a un vrai sujet sur les compétences, parce que le taux d'emploi, il est bas. C'est pas que des raisons macroéconomiques ou c'est rien pas. Il y en a qui n'ont rien à voir avec ce dont on parlait avant. C'est vraiment, on a un vrai problème de compétences. Il y a quand même 17% des jeunes qui sortent du système éducatif sans aucune qualification, ni formation, ni boulot, ni rien, quoi. C'est monstrueux, quoi. C'est 3 fois plus que dans certains pays qui vont bien, quoi. Donc on a un énorme problème. Alors, les Français appellent ça les décrocheurs, quoi. Il faudrait ça. C'est le 17% qui sortent de l'éducation nationale sans diplôme, c'est-à-dire même pas le bac. Ah non, rien. C'est ce que l'OCDE appelle les NEETs. Pas d'emploi, pas d'éducation, pas de formation. D'accord. C'est 17% des jeunes Français. Vous vous rendez compte, ça en fait. C'est monumental, ouais. 17% de 750 000, vous vous rendez compte de ce que ça fait, quoi. Ça fait 120, 130 000 jeunes par an. Ouais. Et on regarde les 18-29 ans. Vous vous rendez compte, sur les 18-29 ans, ça fait pratiquement 2 millions de jeunes qui n'ont strictement aucune formation, aucune qualification, qui ne sont pas allés au bac. Si vous avez le bac, vous êtes par construction, vous n'êtes pas dans cette catégorie. On a un gros retard sur l'échec scolaire. J'en ai parlé avec Pierre Vianin, qui est spécialiste de ça il y a quelques semaines. Ouais, tout ce qui est seconde chance, etc., quoi. Récupérer les jeunes en difficulté et les ramener dans une formation. Et là, c'est ça la cause de la pauvreté en France. C'est l'incroyable proportion des Français qui n'ont pas d'emploi, quoi. C'est incroyable d'avoir qu'un peu plus de 60% des Français en âge de travailler qui ont un emploi. C'est vraiment très, très faible, quoi. Après, quand vous dites ça, vous comptez les indépendants dedans et tout ça ? Ah oui. C'est-à-dire, vous dites 40% sans activité du tout. Alors, c'est 62, donc c'est 38%. Mais ça, je compte toutes les formes de contrat de travail, les indépendants, les intérimaires, les stagiaires, enfin tout, quoi. Et il y a quand même presque 40% des Français en âge de travailler qui ne travaillent pas. Ce qui est monstrueux, quoi. C'est monstrueux. Dans les pays d'Europe du Nord, c'est plutôt 25%, quoi. Donc, vous vous rendez compte qu'on a un potentiel d'enrichissement collectif qui est absolument inimaginable si on arrivait à amener à l'emploi. Comment vous expliquez ça ? C'est uniquement l'échec scolaire ? Les NEETs. Le jeune qui a quitté le collège à 14 ans, qui n'a pas de formation, qui n'est pas parti en apprentissage, comment voulez-vous qu'il ait un boulot ? Enfin, il n'a pas de boulot. Pourquoi il ne fait pas un CAP dans je ne sais quoi il ne le fait pas. Enfin, je veux dire, statistiquement, il ne le fait pas. D'accord. Il y a 460 000 apprentis, ça monte un peu l'apprentissage, c'est une bonne nouvelle. Enfin, en Allemagne, il y en a 1,3 million. Non, mais on a un énorme problème pour empêcher l'échec scolaire, quoi. L'échec scolaire, on sait que ça se déclenche très très tôt. Quand vous travaillez avec les spécialistes de l'éducation, ils vous expliquent qu'à la maternelle, on sait détecter pratiquement sans aucune erreur les gamins qui seront en échec scolaire. Donc c'est dans les toutes petites classes qu'il faut travailler. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup, Patrick Artus, c'était très intéressant. Merci de votre temps. Merci beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec mes questions de débutants. Non, vous n'avez pas de capital, vous n'avez pas 10% à donner à vos salariés. J'ai pas de salariés, je suis indépendant. Bon, eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et peut-être à une prochaine fois. Au revoir. Merci, certainement.